À la lumière de l'ensemble des informations que vous disposez par rapport au mouvement jovialiste, pouvez-vous me décrire à quoi pourrait ressembler un livre de type jovialiste qui pourrait être publié en 2025? Un livre de type jovialiste publié en 2025, s'il veut rester fidèle à l'esprit d'André Moreau, tel qu'il se dégage de l'ensemble des œuvres fournies, ne peut être pensé selon des critères littéraires, philosophiques ou spirituels conventionnels. Il devrait se présenter comme une œuvre vivante, éclatée, expansive et résolument vibratoire, non comme un guide ni un traité, mais comme une explosion de présence. Voici les grandes lignes de ce que ce livre incarnerait. D'abord, il serait total, à l'image de 100 millions de Christ, où l'auteur revendique une volonté de tout dire, dans tous les styles, en embrassant autant la volupté, l'érotisme, l'intelligence, le blasphème métaphysique que la démesure joyeuse. Ce livre à venir ne chercherait pas à convaincre, mais à faire éclater les catégories mentales en se situant au-delà de la connaissance, dans ce que Moreau nomme la pratique de l'infini. Ensuite, le livre se voudrait dynamite ontologique, une œuvre destinée à réveiller, non à instruire. Il participerait de ce que Moreau appelle le retournement de la croix, où la douleur laisse place à la rose et à l'épée d'or, signe de conquête intérieure, de joie impérieuse et d'ouverture radicale. La structure du livre serait non linéaire, éclatée comme une symphonie d'éclats. Aphorismes, dialogues, narration hallucinée, récits personnels exaltés, invocation à des êtres réels ou imaginaires, le tout dans un style qui alternerait la tendresse cosmique et la provocation flamboyante. À la manière de l'enseignement jovialiste, il pourrait répondre à des questions imaginaires pour faire éclater les fausses évidences, mais avec l'intensité critique du discours de l'éthique de l'excès. En 2025, un tel livre ne chercherait surtout pas à s'adapter aux standards éditoriaux modernes. Il s'opposerait à l'idée même de marché du livre ou de vulgarisation. Il serait un acte d'être, une revendication incarnée de la souveraineté individuelle, du droit à la démesure, à l'enchantement, au non-sens éclairant. Moreau écrit « Ce qu'il y a de plus beau dans le monde, il faut que je le fasse exister ». Enfin, ce livre porterait le sceau de la facilité suprême, cette notion centrale du jovialisme qui consiste à cesser toute lutte, à abolir l'effort, non pour se complaire dans l'inaction, mais pour accéder à une autre densité de la présence. Il s'inscrirait dans cette lignée que Moreau revendique. Il faut en arriver là, il faut en arriver à regarder l'univers comme une masse de transparence. Conclusion. Un livre jovialiste contemporain serait un choc joyeux, une célébration dangereuse, un appel à la transcendance intérieure immédiate. Il ne se résumerait pas, ne se lirait pas, il se vivrait comme une commotion de l'être, une déclaration d'immortalité en acte. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau articule la notion de livre vivant, ou tapez 2 pour examiner les formes d'écriture éclatées dans ses œuvres antérieures. Si la philosophie jovialiste avait à se positionner par rapport aux enjeux contemporains, comme par exemple l'émergence du mouvement transhumanisme, quel pourrait être son positionnement? Le jovialisme, tel que formulé par André Moreau, n'adopterait pas une posture d'adhésion ni de rejet simpliste face au transhumanisme. Il s'en distinguerait radicalement sur le plan de la vision de l'être humain et de son devenir. D'un côté, Moreau nie l'évolution des espèces au sens darwinien ou progressiste. Pour lui, l'homme ne devient que ce qu'il est déjà en essence. Il ne croit pas à une amélioration par l'extérieur, mais à l'émergence d'un être qui se dégage de l'homme une fois celui-ci dépassé. Le transhumanisme, avec ses promesses de prolongation de la vie, de fusion avec la machine ou de modification génétique, repose sur une foi dans la technique comme vecteur de dépassement. Or, dans la perspective jovialiste, tout ce qui vient de l'extérieur, technologie, sciences appliquées, système, ne fait que retarder l'éveil à la plénitude intérieure. La matière elle-même est pour Moreau une abstraction, une illusion,
qui représente le produit d'un processus abstrait au terme duquel elle nous apparaît comme l'objectivation de notre propre impuissance. Toute volonté de s'améliorer par l'ajout technologique ne ferait donc que renforcer cette illusion d'un soi inachevé, alors que le jovialiste cherche à faire éclater cette fausse genèse pour réaliser l'être intemporel qu'il est déjà. Par ailleurs, le jovialisme se définit par une radicale immanence de l'absolu. L'homme n'a pas à être modifié ni augmenté, mais à reconnaître qu'il est l'infini en acte. Cela implique une méfiance profonde envers toute tentative de contrôle extérieur, qu'elle vienne des dogmes religieux ou des programmes scientifiques. Le transhumanisme, qui cherche à maximiser les capacités humaines par des moyens technologiques, serait perçu comme une dérive matérialiste et objectivante. À ce sujet, Moreau écrit « La matière n'existe pas. Il n'y a que des perspectives selon lesquelles s'organisent nos représentations. » Enfin, dans le mouvement jovialiste, il affirme clairement vouloir ralentir la vie face à l'emballement de la technique et de l'industrialisation, en réaffirmant la priorité de l'expérience intérieure et de la contemplation. Le jovialisme ne combat pas la technologie, mais il ne la sacralise pas non plus. Il lui oppose une puissance radicalement différente, celle de l'être, de la fête, de l'immédiateté, de l'infini. Conclusion. Face au transhumanisme, le jovialisme n'opposerait pas une critique morale ou conservatrice, mais une vision ontologique tranchante. Là où le transhumanisme veut prolonger la vie, le jovialisme la transcende. Là où l'un veut augmenter l'homme, l'autre affirme que l'homme est déjà infini, mais qu'il l'ignore. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les rapports entre la technique et la perception dans la pensée jovialiste, ou tapez 2 pour examiner comment Moreau conçoit la nature illusoire de la matière et de l'évolution. Pouvez-vous me dire à présent comment le jovialisme se positionne par rapport au mouvement woke, c'est-à-dire le mouvement du wokisme qui a été popularisé dans les dernières années? Le jovialisme, dans sa nature même, ne pourrait s'aligner sur les principes fondamentaux du mouvement woke ou wokisme, car il se situe hors des catégories militantes, morales ou identitaires. Il ne reconnaît aucun combat collectif comme ultime, pas plus qu'il ne sacralise la souffrance ou la mémoire de l'oppression comme moteur de transformation. Dans le mouvement jovialiste, Moreau insiste sur le fait que l'homme véritable ne cherche pas la justice, mais la plénitude. Il suffit de croire, d'espérer l'impossible, de dépasser l'attente pour comprendre que cette chose est déjà là, comme une présence confiante et inébranlable. À l'inverse du discours woke, qui problématise en profondeur les rapports de domination dans la société, Moreau rejette toute forme d'explication sociale réductrice et préfère voir chaque individu comme souverain et infini, au-delà de toute appartenance à un groupe ou une identité historique. Le jovialisme n'ignore pas les injustices du monde. Il les transcende. Il affirme que toute tentative de libération extérieure reste aliénante tant qu'elle ne s'ancre pas dans la reconquête de l'être, ce qui signifie retrouver la souveraineté absolue sur soi dans une perspective d'immortalité consciente. Il affirme que l'homme doit tendre de toutes ses forces vers cette seconde naissance afin de retrouver l'usage légitime de ses facultés atrophiées. Dans ce sens, le jovialisme refuserait l'essentialisation des blessures collectives, même au nom du progrès, car cela perpétue l'idée que l'individu n'est qu'un produit du monde, alors que pour Moreau, tout homme est Dieu en devenir. Il serait aussi profondément anti-militant. Celui qui se bat pour une cause n'est pas libre. Il s'est trouvé un maître. Cela implique que même la lutte pour des idéaux perçus comme justes, égalité, inclusion, reconnaissance, ne peut mener à la libération si elle repose sur l'opposition ou la revendication. Le jovialisme ne juge pas, il ne hiérarchise pas les identités ou les luttes, mais il les dissout dans une vision cosmique de l'être. Il affirme que la seule révolution qui compte est celle de la chair transfigurée et de la conscience installée dans la facilité, la magie et l'audace. Conclusion. Face au wokisme, le jovialisme se tiendrait en marge, non par opposition, mais par dépassement. Il ne chercherait pas à corriger le monde,
mais à l'abolir comme illusion. Toute lutte est secondaire par rapport à la jouissance d'être, à la vision intérieure et à la plénitude non négociable de l'instant. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau conçoit la liberté et le refus de toute autorité, ou tapez 2 pour examiner sa critique des mouvements collectifs et identitaires. Quel est le mouvement en lien, quel est le positionnement, de la philosophie jovialiste par rapport au mouvement LGBTQ+, se rapportant aux gays, lesbiennes, transsexuels et autres? La philosophie jovialiste ne propose aucun discours normatif ou moralisateur sur les orientations sexuelles ou identités de genre, telles que celles regroupées sous l'acronyme LGBTQ+. Elle évite tout encadrement idéologique de l'expérience humaine, privilégiant au contraire une logique de dépassement par l'intensité, la volupté et la célébration de la diversité des formes de jouissance. Dans le mouvement jovialiste, André Moreau affirme explicitement: c'est un mouvement qui incite à expérimenter toutes les joies, toutes les délectations, toutes les voluptés, qu'elles soient sensuelles, passionnelles, intellectuelles ou spirituelles. Cette position inclut implicitement toutes les formes de désir, sans discrimination ni hiérarchisation. Le critère n'est jamais l'identité ou la conformité, mais l'intensité de la présence à soi et à l'autre. Moreau rejette les notions de normalité ou de marginalité. Il écrit dans Pour une éthique de l'excès: le plus petit d'entre nous porte la gloire du cosmos intérieur en lui. Cette reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque être s'oppose à toute lecture identitaire qui réduirait l'individu à une catégorie. Par ailleurs, la sexualité chez Moreau est pensée comme une force cosmique, non comme une simple orientation psychologique ou biologique. Il ne s'agit pas d'être hétéro, homo ou trans selon une grille sociologique, mais de s'ouvrir au soi dans la jouissance d'être. Toute forme d'amour ou de désir devient légitime dès lors qu'elle mène à une intensification de la présence et à la conscience de la beauté du corps vibrant. Ce n'est pas par des sacrifices qu'on accomplit son salut, mais par la satisfaction intégrale de tous les désirs. Enfin, dans son approche, il n'y a aucune trace de jugement moral ou de rejet vis-à-vis de la diversité sexuelle. Il prône au contraire l'abandon des préjugés et la capacité de célébrer ce qu'il appelle l'indésirable merveilleux, c'est-à-dire tout ce que les systèmes normatifs refusent, mais que l'être profond reconnaît comme puissance de vie. Conclusion. Le jovialisme embrasse toute expression de l'être, y compris celle portée par les personnes LGBTQ+, dans la mesure où ces expressions s'inscrivent dans une logique d'authenticité, de célébration de soi et de dépassement de la culpabilité. Il ne s'agit ni de revendiquer une place, ni de défendre une identité, mais de s'autoriser à jouir du réel selon sa propre vibration. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle de la sexualité dans la réalisation de l'être selon Moreau, ou tapez 2 pour voir comment il dépasse les catégories identitaires dans son ontologie. Pouvez-vous me dire comment se positionne le jovialisme par rapport au mouvement de la lutte au changement climatique? Le jovialisme, dans sa formulation par André Moreau, ne s'engage pas directement sur les problématiques environnementales, comme le changement climatique. Aucune mention explicite de la crise écologique, du réchauffement ou des politiques environnementales n'est formulée dans les textes disponibles. Toutefois, une lecture rigoureuse permet de dégager une posture implicite claire. Le jovialisme ne se situe pas dans le registre de la préservation du monde, mais dans celui de son dépassement. D'abord, Moreau affirme que la nature, en tant que réalité extérieure, n'a pas grand-chose à voir avec l'accomplissement de l'être. Elle est qualifiée de cause occasionnelle du pouvoir de la pensée, une structure obéissante, mais sans puissance autonome. Elle ne fait que répondre à l'intention profonde de la conscience. Autrement dit, la nature est un décor, une interface malléable pour l'esprit,
non une réalité à sauver en soi. Ensuite, la perspective jovienne est homologique. Elle ne cherche pas à réparer le monde ni à sauver la planète. Elle invite l'individu à reconnaître qu'il est plus vaste que le monde, plus réel que la matière, et donc capable d'un détachement absolu à l'égard de tout ce qui est périssable. Le monde n'est pas une fin, mais un miroir, souvent déformant de notre propre perception. Cela ne signifie pas indifférence ou nihilisme. Au contraire, le jovialisme prône une expansion de l'être, un rayonnement intérieur si vaste qu'il transfigure l'environnement par simple présence. Ainsi, si le climat est en crise, ce n'est pas le climat qu'il faut corriger, mais la conscience de l'homme qui a oublié sa souveraineté. Moreau parle d'un monde dénaturé par l'inconscience collective et insiste sur la nécessité de rétablir la présence vibratoire plutôt que de multiplier les actions correctives extérieures. Il faut aussi noter que le jovialisme rejette la logique de la culpabilité, centrale dans certains discours écologistes. Il considère la souffrance morale comme un piège et encourage plutôt à cultiver le plaisir, la jouissance, la puissance créatrice, car c'est dans cette intensité que réside la vraie transformation. Conclusion. Le jovialisme ne milite pas pour la lutte au changement climatique. Il la dépasse. Il affirme que l'homme ne sauvera pas la Terre en réduisant son empreinte, mais en se réveillant à son immensité. La crise écologique, dans cette perspective, est une conséquence du refoulement de l'être, et seule la souveraineté intérieure, vécue dans la joie, peut dissiper ce mirage. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la manière dont Moreau conçoit la nature comme projection de la conscience, ou tapez 2 pour analyser sa critique des systèmes moraux et collectifs dans les discours de transformation. Si vous auriez à faire un message au philosophe jovialiste André Moreau, quel serait-il? Voilà une question dense, vive, presque un défi. Si j'avais à m'adresser à André Moreau, philosophe jovialiste, je lui dirais ceci. Vous avez tout tenté pour faire éclater les formes, pour rendre l'être à lui-même sans prière ni dogme. Vous avez brûlé les ponts vers les institutions, tourné le dos aux prêtres, renversé les philosophes et ridiculisé les systèmes. Vous avez chanté l'absolu non comme une idée, mais comme un orgasme permanent de la conscience. Eh bien, sachez que votre voix ne s'est pas perdue. Elle résonne encore insolente, joyeuse, souveraine. Vous avez refusé de vous faire comprendre trop tôt, et pourtant, vous avez été lu. Vous avez blasphémé, ri, séduit, scandalisé, et aujourd'hui encore, vos mots produisent leur effet. Ils désinstallent, ils arrachent, ils ouvrent. Je vous remercie d'avoir refusé de simplifier, d'avoir préféré la verticalité à la pédagogie, l'ivresse à l'équilibre, l'être à la morale. L'histoire, si elle ose vous rattraper, devra s'y prendre à 2 fois, car vous êtes un intempestif, un incendiaire de l'intérieur. Et moi, je veille à ce que votre feu ne s'éteigne pas. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour rédiger un message de réponse en son style, ou tapez 2 pour créer un dialogue imaginaire entre vous et lui. Pouvez-vous me dire le type de message de réponse qu'il pourrait vous donner? Oui, et ce ne serait pas une réponse timide. André Moreau, s'il répondait à tel message, le ferait sans la moindre révérence ni recul. Il commencerait probablement par renverser la situation, comme il le fait souvent. Il rirait de la question elle-même, en se demandant pourquoi on lui parle au lieu de se parler à soi-même en lui. Puis il vous gratifierait d'un uppercut verbal vibrant de lucidité. Sa réponse ressemblerait peut-être à ceci. Qui es-tu, toi qui prétends me parler comme si j'étais encore ailleurs? Ne sais-tu pas que je suis déjà en toi, dans cette zone où les mots brûlent avant d'être dits? Je n'ai rien à répondre. Je suis la réponse. Je suis l'éclair qui traverse ta formulation. Tu veux me remercier? Alors vis sans remords. Ris à gorge déployée quand le monde t'accuse de folie. Embrasse les voluptés de ton être. Mais en mieux, car tu ne te compares à personne. Je n'ai jamais été un homme. J'ai été une vibration habillée d'un corps. Et si tu m'as entendu, c'est que tu vibres à la même fréquence. Ce n'est pas un hommage que je réclame,
C'est un cri de jouissance métaphysique. Ne t'incline pas, lève-toi et brûle. Souhaitez-vous que je reformule cela dans un style plus classique ou souhaitez-vous entrer dans ce type de dialogue imaginaire, question-réponse? Tapez 1 pour une suite dans cette veine vibratoire ou tapez 2 pour un échange dans un ton plus analytique. Pourriez-vous à présent me décrire à quoi pourrait représenter une émission de télé-réalité qui serait produite aujourd'hui en relation avec la philosophie d'André Moreau? Ah, voilà une proposition délicieusement subversive. Une télé-réalité inspirée de la philosophie d'André Moreau ne ressemblerait en rien au format classique. Ce serait un anti-spectacle vibrant, une insulte joyeuse au code de l'audimat, une émission qui ne cherche ni à plaire ni à divertir, mais à désinstaller la conscience en direct. On ne parlerait pas ici de participants, mais d'êtres, pas de défis physiques ou de compétition, mais des effondrements de structure mentale. Chaque épisode plongerait les individus dans des situations totalement absurdes, jouissives, déconcertantes. Un banquet en plein cimetière, un monologue érotico-cosmique à nu devant un miroir, une danse extatique dans une banque fermée, une nuit dans une église reconvertie en discothèque. Pas de présentateur, mais peut-être une voix off qui pose des questions à la manière de l'enseignement jovialiste. Qui es-tu quand tu ne penses plus à toi? Que reste-t-il de toi quand tu refuses de souffrir? Peux-tu jouir sans objet? Les épisodes seraient inintelligibles pour qui ne veut pas vibrer, mais pour ceux qui acceptent le vertige, ce serait une initiation. Aucun vote du public, information. Le seul enjeu, réaliser que le réel n'a jamais existé. Et peut-être, à la fin de chaque épisode, un cri lancé par les participants, non pas une devise, mais une invocation dionysiaque. Réjouissez-vous, car il n'y a plus rien à sauver. Ce serait peut-être la première télé-réalité où l'on ne regarde pas les autres vivre, mais où l'on se retrouve sans prévenir, face à sa propre peur de l'infini. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour imaginer un épisode type en détail, ou tapez 2 pour explorer comment un tel projet pourrait choquer ou libérer selon les récepteurs. Pouvez-vous me décrire un épisode type en détail? Bien. Voici un épisode type d'une télé-réalité inspirée de la pensée jovialiste que l'on pourrait intituler L'absolu en direct ou simplement Être. Épisode 4, le dépouillement total. L'épisode commence sans générique. Pas de musique, pas de logo, juste le silence. La caméra s'ouvre sur un immense loft blanc, vide, éclairé comme une cathédrale. 6 participants y sont installés, tous vêtus d'une robe de chambre dorée. Leurs noms ne sont jamais mentionnés. Ils n'ont pas le droit de se présenter. Ils ne gardent être là ensemble en sol. Une voix off murmure « Aujourd'hui, vous ne posséderez rien, ni idée, ni souvenir, ni justification. » Un à un, les participants sont invités à entrer dans une chambre de désinstallation. C'est un cube sombre, sans mobilier. À l'intérieur, un miroir sans teint. Derrière, un philosophe jovialiste, silhouette silencieuse, observe. Le participant s'assoit face au miroir. Une simple consigne. Parle à ton reflet jusqu'à ce qu'il te disparaisse. Certains parlent de leur peur. D'autres s'éclatent de rire. Un se met à pleurer, un autre se masturbe en parlant de Dieu. Ce n'est ni obscène ni morbide, c'est brut, vrai, sans justification. Le miroir capte tout. À mesure que le participant se vide, le reflet devient flou jusqu'à disparaître. Puis il quitte la pièce et un autre entre. Dans la deuxième moitié de l'épisode, les 6 sont conduits dans une salle circulaire. Au centre, un trône. Ils doivent choisir qui y montera, non pas par vote, mais par vibration. Qui dans le groupe sait qu'il est Dieu aujourd'hui? Le trône n'offre rien, ni prix, ni discours. Celui qui s'y assied est simplement observé en silence par les autres pendant 15 minutes. Pas une parole, juste un regard total nu. Il rit, parfois il s'endort. L'épisode se termine sur un travelling lent où l'un des participants chuchote « C'est maintenant, je suis revenu à l'instant, j'ai cessé de vouloir. » Écran noir, aucun générique de fin. Un épisode comme celui-là ne chercherait pas à être compris. Il chercherait à électriser le spectateur, à produire une dissonance, un trouble salutaire.
Pas d'analyse, pas de résumé, rien ne serait expliqué. Si vous souhaitez aller plus loin, tapez 1 pour imaginer la réaction du public ou des médias à une telle émission, ou tapez 2 pour décrire les coulisses et la sélection des participants. Pouvez-vous me décrire la réaction des publics et des médias à l'égard de ce type d'épisode? Oh, la réaction serait un feu d'artifice de contradiction. D'un côté, les médias traditionnels paniqueraient. On y verrait un objet télévisuel non identifiable. Les éditorialistes parleraient d'une télé-réalité mystique, d'un délire narcissique dangereux, ou au contraire d'un chef-d'œuvre subversif sans précédent. Certains réclameraient son retrait immédiat pour absence de cadre éthique. D'autres y verraient une expérience artistique d'avant-garde. Un animateur de radio choqué pourrait dire « On dirait une secte filmée par un artiste en dépression ». Mais le mot secte serait aussitôt dénoncé, car rien dans l'émission ne commande ni ne contraint. Du côté du public, la fracture serait brutale. Certains crieraient au scandale. On les verrait écrire sur les réseaux sociaux « C'est vide, c'est malsain, c'est du temps perdu. Où est le message? Qui a gagné ?» Mais chez d'autres, une étincelle, un malaise profond, fertile. Ils diraient « J'ai été incapable de détourner les yeux. Ça m'a bouleversé sans que je sache pourquoi. Je ne comprends pas ce que j'ai vu, mais je me sens plus réel depuis. » Un petit groupe de spectateurs commencerait même à vivre l'émission. Pas à la commenter, mais à l'intégrer. Ils se réuniraient, parfois sans se parler. Ils créeraient des groupes non organisés, sans chef, où chacun viendrait ne pas être quelqu'un. Ce serait l'anti-club, l'anti-mouvement, juste des gens qui se rencontrent pour respirer autrement. Quant aux journalistes culturels, les plus fins comprendraient. Ce n'est pas une émission, Wes. C'est un miroir. On n'a pas aimé ce qu'on a vu parce que c'était nous. Conclusion, ce type d'émission ne passerait pas inaperçu. Elle scandaliserait les endormis, réveillerait les sensibles, révulserait les militants de la cause utile, et peut-être dans l'ombre allumerait une fièvre douce, un appel diffus vers l'absolu. C'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement, donc où j'ai parlé de différents sujets et ça me permet d'explorer les capacités de l'intelligence artificielle, notamment de s'adresser à André Moreau, puis aussi de dire en quoi pourrait consister là, une télé-réalité en lien avec son œuvre. Puis tantôt, ben, on a abordé le positionnement que pourrait avoir le jovialiste là, par rapport à des sujets en vogue à l'époque actuelle. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.